Donc bonjour, résumé du cours, sur le chapitre, 1 principe de la thermodynamique. Alors je vais d'abord faire des rappels de formules que vous avez vues en enseignement scientifique, mais dont on a besoin, parfois, dans les exercices de bac. Alors puissance et puissance surfacique. Donc je prends 2 cas, je prends un faisceau lumineux qui provient du soleil, hein, voilà, un certain diamètre, un certain faisceau lumineux, il y a un certain nombre de rayons. La puissance des rayons lumineux qui proviennent du soleil, c'est 1200 watts, et ce faisceau lumineux frappe au sol une surface S1. Je prends le même faisceau lumineux, hein, donc même nombre de rayons lumineux ici et ici, mais cette fois-ci, le faisceau lumineux est plus incliné, mais bon, la puissance est la même, hein, il y a le même nombre de rayons lumineux, et ce faisceau lumineux, pardon, frappe une surface S2 au sol. Alors, ce qu'on cherche, c'est la chaleur, la puissance calorifique reçue au sol. Donc, il faut utiliser cette formule-là. Donc, la puissance surfacique, bah, c'est la puissance divisée par la surface. Hein, donc, avec les unités, il faut reprendre les unités pour retrouver la formule. La puissance, c'est des watts, la surface, des mètres carrés. Donc, la puissance surfacique, ça va être des watts par mètre carré. Voilà. Donc, pareil pour cette formule-là. Alors, cette surface-là, hein, l'air ici est plus grand que l'air ici, hein. Donc du coup, la puissance surfacique va être plus petite là que là, hein, ou celle-là va être plus grande que là, hein, c'est ce que j'ai écrit ici, hein. S1 est plus petit que S2, comme S1 et S2 sont au dénominateur, donc la puissance surfacique 1 est plus grande que la puissance surfacique 2. Autrement dit, concrètement, le sol 1 est plus chaud que le sol 2, hein, puisqu'on a plus de watts par mètre carré. Et c'est tout à fait intuitif. On comprend bien que si les rayons sont peu inclinés par rapport au sol, il va faire plus chaud que si les rayons sont très inclinés. C'est très intuitif, hein. Voilà, simplement, c'est quantifié là. Voilà. Alors maintenant, les convertisseurs d'énergie. Alors j'ai pris 3 convertisseurs d'énergie, cellule photoélectrique, moteur électrique, résistance électrique. Donc ces 3 objets convertissent l'énergie. Alors d'une façon générale, un convertisseur d'énergie a un rendement. Voilà, le rendement, ça se note comme ça, état. Donc le rendement, c'est un rapport, c'est l'énergie qu'il fournit, hein, l'énergie utile, l'énergie qui sort du convertisseur, divisée par l'énergie qu'il absorbe, hein, ou la puissance. Donc énergie utile divisée par énergie absorbée, hein, et c'est en pourcent, hein, et ensuite on multiplie par 100. Voilà, donc ça c'est à savoir, hein. Donc j'ai pris 3 cas. Donc la cellule photoélectrique, donc, elle produit de l'électricité. Et comment elle produit l'électricité? Par les rayons lumineux qui arrivent sur elle. Donc, elle a donc la cellule photoélectrique reçoit un rayonnement, donc un rayonnement, donc c'est de l'énergie, et on note ça Q, hein, c'est de la chaleur, si vous voulez, de la chaleur par rayonnement, des joules donc, et elle fournit de l'électricité. Alors, quand l'énergie arrive dans le système étudié, elle est comptée positivement. Quand l'énergie sort du système étudié, hein, quand l'énergie est fournie par le système étudié, elle est comptée négativement. C'est la règle du porte-monnaie, hein. Si de l'argent rentre dans le porte-monnaie, la quantité d'argent va augmenter dans le porte-monnaie. Si l'argent sort du porte-monnaie, la quantité d'argent dans le porte-monnaie va diminuer, hein. C'est ça que ça traduit. Alors le rendement, comment on le note? Eh bien, c'est ce qui est fourni par ce qui est absorbé. Donc ceci est fourni divisé par ce qui est absorbé. Voilà, c'est ici. Alors j'ai mis valeur absolue parce que c'est négatif. Alors bon, voilà. Donc si on vous donne la valeur, voilà, parce que voilà. Donc, faut pas mettre le signe moins, si vous voulez, hein, faut pas mettre bon, alors je l'ai mis entre parenthèses, ça c'est un peu plus subtil. On peut mettre moins WL parce que WL est négatif, hein. Il faut que le rendement soit positif, hein. Voilà, donc comme WL est négatif, moins par moins, ça fait plus, hein. Donc le numérateur, même avec le signe moins, il est positif là. Mais bon, c'est un peu subtil, donc j'ai mis entre parenthèses. Moteur électrique. Un moteur électrique reçoit un courant électrique, donc un travail électrique, et il fournit un travail mécanique puisque le moteur tourne, hein. Voilà, donc déplacement de force. Donc travail mécanique. Donc le rendement, bah, c'est le travail mécanique fourni divisé par l'énergie électrique absorbée. Résistance thermique, on dit aussi conducteur ohmique, hein. Le conducteur ohmique, eh bien, il reçoit de l'électricité, hein, le courant, et il fournit la chaleur, hein. La résistance électrique chauffe. Donc le rendement,
transfert thermique fourni divisé par énergie électrique absorbée. Alors, les trois types de transfert thermique, les trois types de propagation de la chaleur, Q. Donc la conduction, alors voilà, on peut vous le demander, hein, on peut vous demander d'expliquer, voilà. Donc voilà, je lui montre, faut apprendre. Hein. Donc la conduction, mode de transfert thermique Q, sans transport de matière. Hein. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans les solides. Hein. La chaleur, le transfert thermique se propage dans les solides par conduction. Alors, petit exemple, température élevée, basse température, une barre de fer, eh bien, le transfert thermique se propage comme ça, de proche en proche, hein, à travers le métal, sans transport de chaleur. La convection, c'est la même chose, mais avec transport de chaleur. C'est le mode de propagation des transferts thermiques, donc dans les fluides, c'est-à-dire gaz et liquide. Alors j'ai pris un exemple. On prend un métal très chaud que l'on met dans l'eau, voilà, et donc l'eau va se réchauffer. Alors l'eau va se réchauffer comment? Eh bien, il va y avoir des courants d'eau. Hein, l'eau froide va aller par là et l'eau chaude par là, donc il va y avoir des courants d'eau. Hein, l'eau va se déplacer et elle va se réchauffer comme ça. Hein, les molécules d'eau vont se déplacer. Hein. Donc déplacement de l'eau, courant d'eau. Donc convection. Hein. Enfin, le rayonnement, les ondes électromagnétiques peuvent produire un transfert thermique Q. Alors, premier principe de la thermodynamique, la formule, c'est ça. Alors, on peut vous demander, j'ai vu des sujets où on demandait d'énoncer le premier principe de la thermodynamique. Donc, il faut faire une phrase avec ça. Donc, la variation d'énergie interne du système, hein, voilà, c'est ça, est égale à, donc j'ai pas mis sigma, hein, mais il faudrait mettre la somme des travaux des forces appliquées au système. Somme des travaux des forces appliquées au système. Alors bon, ça, on met ou on met pas, hein, double. Ne dites pas force non conservative, hein, c'est trop compliqué. Et à la somme des transferts thermiques appliqués au système. Hein. On peut avoir plusieurs transferts thermiques, hein, Q1, Q2, Q3 au système. Voilà. Alors, on peut exprimer assez facilement la variation d'énergie interne, donc sans cette formule, hein, pour les liquides et les solides, hein, sans cette formule. Alors, d'autre part, delta U, c'est égal à ça. C'est une autre formule. Hein, MC delta T. Alors, delta U en joules, la masse en kilogrammes. Alors, delta T ou delta θ, hein, comme vous voulez. Hein. Bon, je mets ça comme ça, voilà, comme vous voulez. Hein. Θ, c'est la température. Grand T, T majuscule, la température. Alors, c'est une variation, donc on peut prendre soit les degrés Celsius, soit les Kelvin. Voilà. Et du coup, l'unité de ça, eh bien, c'est l'unité de ça divisé par des kilogrammes et divisé par des degrés Celsius, hein, ou divisé par des Kelvin, je l'ai dit. Et ça s'appelle la capacité thermique massique. Voilà. Alors, il existe une deuxième formule une deuxième formule un petit peu analogue. Là, c'est un petit c, hein, c'est la capacité thermique massique du corps en question, hein, du fer, du cuivre, de l'eau, etc. Et il existe une autre capacité thermique, la capacité thermique tout court, pas massique. Alors c'est grand C. Donc grand C, si vous voulez, c'est égal à petit m fois C. Donc on vous le donne, bon ça on vous le donne dans l'énoncé. Hein. Et donc grand C, la capacité thermique tout court, eh bien l'unité c'est des joules divisé par des degrés Celsius. Voilà, donc tout ça c'est à savoir, hein. Voilà, encadré, hein, tout ça. Alors, puissance énergie, donc le cas général. Donc, la puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Hein, donc, voilà. Et le temps, la durée, hein, la durée, c'est en secondes. Alors, deux exemples. Puissance électrique, eh bien, PEL égale WEL divisé par delta T. Puissance calorifique, alors on n'appelle pas ça puissance calorifique, on appelle ça un flux thermique. C'est notre phi. Donc, c'est le transfert thermique divisé par la durée. Alors, flux thermique à travers une paroi, donc j'ai un mur, j'ai ce mur, donc d'un côté du mur, il fait chaud, de l'autre froid, donc il y a une déperdition thermique, hein, il y a un transfert thermique qui va se produire à travers le mur. Alors, comment se fait ce transfert thermique? C'est toujours du corps chaud vers le corps froid. Hein. Donc j'ai mis en rouge est le sens de la flèche. Hein. Hein, les transferts thermiques naturels, quand on a deux différences de température, c'est toujours du chaud vers le froid. Donc le transfert thermique se propage du corps chaud vers le corps froid. Alors comment calculer cette puissance, donc cette puissance calorifique? Alors ça, vous l'admettez. Hein. Eh bien, c'est lié à la différence de température, divisée par ce qu'on appelle la résistance thermique du corps. Donc, plus la résistance thermique du corps est élevée, eh bien, plus la perte de chaleur sera petite. Hein. Voilà, la résistance thermique, voilà,
c'est ça que ça veut dire. Là, ce que traduit ce dessin, ce sont les pertes thermiques, hein, du bâtiment, on va dire, hein. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. Donc, ce dessin traduit les pertes thermiques. Donc, les pertes thermiques, qu'est-ce qu'on peut le dire? Elles sont d'autant plus, je sais pas, d'autant plus petites que l'écart de température est petit, hein. Si on a un écart de température petit, ça sera une perte thermique, et d'autant plus petite que la résistance thermique est grande. Voilà, donc un matériau qui a une grande résistance thermique produit une petite perte thermique. Voilà, résistance thermique, donc les unités, donc c'est des Kelvin divisés par des watts, hein, ou des degrés Celsius divisés par des watts. Alors, intérêt de la résistance thermique, j'ai pris deux cas. Un cas avec un mur sans isolation et un cas avec un mur avec de la laine de verre de part et d'autre. Donc, dans les deux cas, il y a des pertes thermiques, Q1 ou Φ1, Q2 ou Φ2. Voilà. On applique la formule dans les deux cas. Donc, au dénominateur, ici, on a R mur, et dans l'exemple 2, au dénominateur, donc voilà, ça, il faut l'admettre, hein, on fait la somme des résistances thermiques de chaque matériau. Donc, résistance thermique de la laine, plus résistance thermique du mur, plus résistance thermique de la laine de verre. Donc là, on obtient une résistance thermique totale, et il va de soi que la résistance thermique totale est supérieure à la résistance thermique dans ce cas-là. Hein, R tot égale à R mur. Donc du coup, ici, on a un grand dénominateur, donc on a une petite valeur. Hein. Donc Φ2 est inférieur à Φ1. Donc, quel est le bilan? Qu'est-ce que ça traduit? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une perte thermique moindre dans le cas 2 que dans le cas 1. Voilà. Le résumé est terminé. Merde! Ah, j'ai eu peur.